Personne au centre. Well, thank you again. Merci beaucoup d'être ici pour ceux et celles qui sont ici et ceux et celles qui sont en ligne sur le site de la Banque mondiale. Nous avons l'interprétation en français, en espagnol et en langage des signes. Je suis Rachel Akufo et je travaille à CGTN America et j'ai le plaisir de vous présenter ce panel. Nous avons d'abord Peter Selfridge, qui est le responsable mondial du gouvernement numérique. Nous avons ensuite Madame Yasodhara Cordova, qui est chercheuse à l'école Kennedy de Harvard. Nous avons Matthew Rycroft, secrétaire permanent au ministère britannique du développement international du Royaume-Uni. Nous avons également Monsieur le ministre Mai Tien Dong, ministre directeur du cabinet du gouvernement du Vietnam, et Harald Weigland, directeur général pour la politique économique, les marchés financiers et les droits de douane de l'Autriche. Un grand merci et bienvenue à notre panel. La salle est pleine. Je vois que le sujet suscite beaucoup d'intérêt. Monsieur Weigland, je vais commencer par vous. Beaucoup de personnes se tournent vers l'Autriche en tant que modèle sur cette alliance de l'État et de la technologie. En 2019, l'année a été dite l'année du numérique en Autriche. Quelles ont été les motivations pour ce faire? Eh bien, très franchement, je n'aime pas tellement le mot numérisation. Ça me rappelle l'époque où je voyageais en Union soviétique dans les années 80 et où on nous disait, voilà, nous sommes dans l'année de 5% de plus, 2 fois plus de production, etc. Simplement, il faut motiver les gens. Et s'il faut un slogan pour ce faire, je n'y vois pas d'inconvénient. Nous avons commencé il y a longtemps déjà de faire passer certains départements du gouvernement à la numérisation. Il y a près de 20 ans déjà, on a décidé d'offrir aux contribuables la possibilité de faire une déclaration numérisée. On a transformé les documents, on a simplifié les démarches de ce que nous appelons nos clients, c'est-à-dire les citoyens. Nous essayons donc d'avoir une optique, une attitude orientée vers le client. Des guichets uniques, par exemple. Lorsque ce qu'on faisait auparavant dans le monde réel et que l'on adopte maintenant la démarche numérique, veiller à ce que le client n'ait à faire les choses qu'une seule fois. Nous offrons des services en ligne, mais aussi par le biais d'une appli que on peut très facilement avoir sur son téléphone, sur son smartphone. Vous pouvez demander vos prestations, vos allocations familiales, sans devoir présenter de documents sur papier physique, car ils sont tous déjà enregistrés et on les retrouve dans l'appli. Ce que nous faisons finalement, si vous voulez, je pourrais également vous parler des erreurs que nous avons commises. Nous viendrons aux erreurs, aux défis plus tard. Et ministre, nous savons que le Vietnam est également passé par la transformation numérique. Quelles étaient les questions qui vous interpellaient lorsque vous êtes passé au numérique? Cũng như là đổi mới sáng tạo. Okay. I want to thank. Je tiens à remercier le public de ces questions et d'être venu pour nous adopter le numérique est extrêmement important car nous sommes sur le point de nous embarquer sur
la voie de la révolution industrielle, la quatrième. Le gouvernement a créé une commission nationale présidée par le Premier ministre et dont je fais partie. Si l'on parle des obstacles, eh bien, il y a tout d'abord les institutions et ensuite l'absence de mécanismes qui permettraient de surmonter les obstacles. Il n'y a pas de réglementation qui permet de savoir comment partager les informations ou protéger celles-ci. Deuxième obstacle, nous n'avons pas vraiment une base de données suffisante. Nous n'avons pas non plus d'informations plus locales. Troisième obstacle, les ressources humaines. Nous n'avons pas formé les ressources humaines et nous n'avons pas non plus encouragé le secteur privé à se faire. Les ressources humaines, bien évidemment, là, nous avons d'énormes contraintes. Nous n'avons pas suffisamment de ressources humaines spécialisées. Nous devons, cela va de soi, si nous voulons progresser, absolument trouver une solution à ces obstacles. Nous devons, et nous le savons, numériser les services de gouvernement, car nous voulons offrir à notre population de meilleurs services. Et nous pensons également offrir ces services au secteur des entreprises. Il faut également que nos dirigeants soient convaincus du bien fondé de l'adoption du numérique. Il faut convaincre les dirigeants d'ailleurs à tous les niveaux, du plus haut jusqu'au niveau local. Nous devons également mettre sur pied une stratégie, car nous voulons absolument transformer la façon dont nous faisons les choses. Il faut abandonner le papier et il faut mettre en place une stratégie afin d'aboutir à cette transformation.
Quatrièmement, il faut trouver une stratégie ensuite d'évaluation des résultats de notre démarche. Et là, nous aurons besoin de l'appui de la Banque mondiale. Nous devons également faire connaître et communiquer les avantages du gouvernement électronique. Et nous devons pouvoir offrir une transparence totale à nos populations. J'aimerais également maintenant passer à Peter Selfridge. Opportunités différentes, approche par modularisation, ouverture vers le secteur privé. Tout cela, bien sûr, la prochaine étape. Merci de m'avoir invité. Normalement, je ne participe pas à un panel, une table ronde où les autres invités sont tous plus intelligents que moi. Mais enfin, je suis là. Une réponse très courte, car Daniel a parlé de la plupart des éléments en parlant des données ouvertes. Si les choses sont bien mises en place, on peut offrir au gouvernement de faire un bond de l'avant. Je n'entends pas par là le bond de l'avant chinois. Et on peut résoudre nombre des questions que les gouvernements ont à propos de l'infrastructure. On peut adopter immédiatement l'informatique en nuage. On peut alors offrir des services extraordinaires aux petites entreprises, aux PME, et très rapidement, on peut mettre les choses à échelle, on peut passer par la modularisation, on peut créer des plateformes qui répondent tout à fait aux besoins locaux. Donc, de notre point de vue, et tout cela offre des opportunités extraordinaires, particulièrement l'informatique en nuage. Les pays peuvent parfaitement adopter également des programmes de données ouvertes. Data.gov ici aux États-Unis, il y a plusieurs programmes également au Royaume-Uni et qui offrent à l'usager une manne d'informations. Si on combine les diverses modalités, on peut alors avoir un impact très fort. Bien sûr, tout cela présente toujours des inconvénients. Il est facile de pécher par excès d'optimisme. Alors, parlons des difficultés que pose cette transformation. L'infrastructure, cela va de soi. Le gouvernement ne dispose pas souvent des capacités Internet pour offrir des services robustes par nuage. Mais alors que cette technologie, que le nuage se développe et que l'on offre des services de moins en moins coûteux, on peut sans aucun doute surmonter ces obstacles. Et finalement, il faut également reconnaître que 25% des institutions seulement privées ou dans le monde ont adopté le nuage. Cela montre qu'il existe toujours énormément d'opportunités. Je ne parlerai pas des marchés publics. Là, bien sûr, c'est un secteur qui pourrait bénéficier aussi bien du nuage que des données ouvertes. Bien évidemment, les organisations multilatérales n'ont pas véritablement les mêmes besoins que les populations et que doivent gérer les gouvernements. Civic Tech permettrait sans aucun doute d'améliorer la confiance du citoyen vis-à-vis du gouvernement. Qu'en pensez-vous? C'est important, certes, mais je dirais même que c'est la clé du succès. Si on ne convainc pas les gens du bien fondé de la technologie, on ne peut aller nulle part. La technologie aujourd'hui se résume à la connexion.
Toutes les institutions recourent à l'Internet car tout est lié aux relations. Si on ne met pas la joie de la technologie à la portée de l'institution, en écoutant les citoyens par le biais de Civic Tech, et si nous ne le faisons pas, nous ne faisons pas notre travail. Données ouvertes, transparence, tout cela doit véritablement convaincre le citoyen. Nos institutions sont en réalité une plateforme de connexion avec le citoyen. Ça passe une voiture est tout simplement une voiture. Mais si on la fait passer par une plateforme, on aura alors une plateforme de partage. Les médias sociaux créent une plateforme qui permet de partager aussi bien les informations que les opinions. GovTech, en réalité, c'est un gouvernement fait par le peuple grâce au retour d'informations du citoyen. Il s'agit non seulement de donner un accès aux citoyens, nous voulons les convaincre de participer. Nous voulons construire des services grâce à leur retour d'information, avec leur participation. Ce sont des choses à prendre en compte sans aucun doute. Le gouvernement doit être conçu comme une plateforme. Et véritablement, c'est enthousiasmant pour des gens comme moi, un peu geeks. Et même les choses qui, pour d'autres, peuvent sembler ennuyeuses, ne m'ennuient absolument pas. La technologie éveille en moi l'enthousiasme. Connecter, c'est le mot d'ordre pour moi. Si vous avez une idée pour aider le gouvernement à fonctionner mieux, sans heurts, allez-vous accueillir ces informations? Comment se relier véritablement? Excellente question. Il y a toute une vague de pseudo-sciences et d'informations erronées en ce moment. Nous y sommes face. On ne peut pas passer par la théorie de la conspiration pour prendre contact avec les citoyens. Malheureusement, pendant trop longtemps, nous avons évité de passer par la science. Dans mes recherches, je vois que des scientifiques partagent leurs résultats, leurs recherches sur les médias sociaux. C'est important. Cette vague d'informations erronées, de fake news, va prendre fin. Dès que nous aurons connecté les institutions scientifiques et le citoyen, si l'on peut tweeter un scientifique pour lui poser une question, si on peut obtenir une image du grand trou noir, on évitera alors les mauvaises informations, les informations erronées. Si le trou noir existe, cela veut dire que la Terre est ronde, en un mot. Bien, Matthew, j'aimerais vous faire participer. On parle souvent de l'idée qu'il y a pas mal de gens qui se sont exclus de cette révolution numérique et pas mal de pays en développement tournent les yeux vers le Royaume-Uni pour en tirer inspiration. Comment pouvons-nous donc offrir un appui au pays pour qu'il bénéficie de cette transformation tout autant que d'en tirer et d'en connaître les inconvénients? Merci de m'avoir invité à participer. La première chose à dire est que lorsque nous pensons au développement international, il faut reconnaître que le monde entier est numérisé. Le développement international doit passer par le numérique. Les services numériques au Royaume-Uni remontent déjà pas mal d'années. Et je pourrais les classer en 3 catégories. Ce que nous avons appris des succès autant que des échecs pour que nous puissions aider d'autres pays qui souhaitent passer par cette révolution numérique
grâce au partenariat. Tout d'abord, les normes. Deuxièmement, la redevabilité. Troisièmement, et prendre en compte le citoyen. Pour ce qui est des normes, il faut s'assurer que dans tout ce que nous faisons par le numérique, nous défendions des normes progressistes et justes. Nous devons être les pionniers de la mise en œuvre de principes numériques justes, équitables. Et j'encourage tous, le monde entier d'ailleurs, à adopter ce principe. Ensuite, la relevabilité. Nous parlons ici d'un dialogue entre les citoyens et entre les citoyens et le gouvernement afin que l'on crée un milieu réellement propice à la relevabilité. Nous parlons aussi de promouvoir des médias et des informations équilibrées. Et on ne parle pas seulement d'informations et de services, nous parlons également de qualité de l'information et des services. Et troisièmement, le citoyen. Le citoyen doit enfin être placé au centre même de tout ce que nous faisons. Nous devons, et vous le disiez dans la question, nous devons veiller à ne laisser personne à la traîne, à ce qu'il n'y ait pas de laisser pour compte dans cette nouvelle vague, ce nouveau développement. Il faut combler les écarts en évitant d'en créer de nouveaux. C'est donc une pensée nouvelle afin de véritablement ne laisser personne à la traîne. Il faut toucher véritablement le citoyen qui probablement sera le plus à même d'être oublié. Les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les marginalisés. Et cette révolution doit pouvoir les aider à rattraper le peloton de tête. Bien sûr, tout cela prend en compte également le contexte local. Nous voulons aider d'autres pays à créer des plateformes qui leur soient utiles. Nous ne voulons absolument pas leur imposer quoi que ce soit. GovTech, de toute façon, n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Et si nous faisons les choses comme il faut, les normes, l'imputabilité, l'approche axée sur les citoyens, je suis sûr que nous ferons d'énormes progrès. Et si nous ne produisons rien, les objectifs de développement durable ne pourront jamais être atteints d'ici à 2030. Much further ahead. Monsieur Weiglen, je sais que vous avez commencé à relever certains de ces défis et votre pays est à la pointe. Mais racontez-nous les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous les avez dépassées. Pour être tout à fait honnête, les défis que nous avons rencontrés sont des domaines où nous n'avons pas encore trouvé de solution qui fonctionne vraiment. Ce qu'il faut dire au public, c'est que ce sont des questions qui vont se poser à un moment donné. Il faudra essayer de trouver des solutions, même si parfois il n'y a pas de solution parfaite. Il y a une difficulté que j'ai expérimentée de première main. Nous avons créé un système de demande automatisée d'allocations familiales. En Autriche, il y a des allocations familiales. En général, ce sont les mères qui demandent l'allocation et qui obtiennent le transfert de ressources. Et nous avons automatisé tout ce processus. C'est devenu très populaire parmi les Autrichiens, puisque dès qu'un enfant naît, désormais la maternité en informe l'administration et à partir de là, tout se fait automatiquement. Alors, tout se fait automatiquement si on est une famille assez classique avec une mère autrichienne, un père autrichien et un enfant autrichien. Mais ma femme est namibienne. Ma fille est autrichienne, mais elle est moitié Wambo. Et donc, dès que nous avons essayé de naviguer ce système, plus rien ne marchait. Nous avons dû revenir au système papier. Mais le système papier ne fonctionnait plus vraiment puisque tout avait été automatisé. Et il m'a fallu 8 mois pour avoir droit à cette allocation et j'espérais les avoir avant son premier anniversaire. Mais imaginez-vous, moi je suis directeur général au ministère des Finances.
j'imagine ce que cela peut vouloir dire pour des personnes normales. Et là, je pense qu'il y a un certain risque pour l'image dans ce que nous faisons, et c'est un risque pour l'image qu'il faut arriver à éviter. Et deuxièmement, je me suis reconnue dans beaucoup de questions qui ont été soulevées dans le débat initial. Je pense qu'il faut des normes harmonisées et à jour. Lorsque nous avons créé des documents électroniques, nous les avons introduits par le gouvernement fédéral. Mais il y a toujours ceux qui veulent être à part, le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur en général, qui veulent des systèmes complètement différents, qui ne communiquent pas avec les autres systèmes. Et c'est ce qui s'est passé en Autriche. Et 20 ans plus tard, nous avons encore des difficultés à ce titre. J'ai aussi la malchance d'être directeur général des douanes. Les douanes relèvent de l'Union européenne. Nous ne faisons que gérer cela pour le compte de l'Union européenne. Il y a un code unifié des douanes qui doit s'appliquer dans toute l'Union européenne. Et on se demande pourquoi nous avons des systèmes nationaux d'informatique pour la gestion des douanes. C'est étrange. Et nous avons essayé à plusieurs reprises d'adopter un système européen. Mais cela n'a jamais abouti parce qu'il y a des pays qui ont des grands ports, qui jouent un rôle prépondérant dans leurs économies. Et ils ont des systèmes parfois vieux de 30 ans, mais les sociétés de transport en ont l'habitude et sont donc très réticentes à tout changement de ces systèmes. Et ils ont aussi des besoins très différents d'un pays enclavé comme l'Autriche. Nous avons donc aujourd'hui 27 systèmes informatiques différents pour les douanes, même si nous avons un code des douanes unifié dans l'Union européenne. Je ne sais pas si nous arriverons à résoudre cela de mon vivant. En tout cas, je l'espère, mais je n'en suis pas totalement convaincue. Et pour en revenir au stockage électronique des documents par l'État, il y a une question qui est celle de la protection des données personnelles. Nous avons maintenant en Europe un règlement de protection des données qui est un système très efficace pour la gestion des données. Mais si on stocke tout ce qu'on a de manière électronique, alors on a des difficultés, par exemple, avec le Parlement, puisque nous nous sommes rendus compte que dès qu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui traite d'une question et qui nous demande des documents, et ils ont un mandat vaste, ils veulent pouvoir enquêter sur tout. Or, c'est parfait si tout est sur papier, puisqu'on peut facilement limiter ce qu'on leur remet. Mais une fois que tout est en version électronique, c'est comme ouvrir le robinet et avoir un déluge. Et nous sommes une petite administration. Nous ne pouvons pas vérifier si tout ce que nous remettons au Parlement dans le délai usuel qui est de 6 semaines, nous ne pouvons aller voir si tout convient en termes de protection des données. Nous n'y arrivons pas, il faut le dire honnêtement. Donc voilà certaines des difficultés qui me sont venues à l'esprit. Je pense qu'à un moment ou à un autre, nous devrons tous y faire face, qu'on soit un pays européen ou pas. On peut peut-être se dire que si on n'est pas en Europe, on n'a pas à respecter le règlement sur la protection des données, mais il faudra quand même résoudre le problème de la protection des données puisque c'est un immense risque pour l'image, pour tout le monde, pas seulement pour l'État, mais aussi pour le secteur privé. Je suis chargée de notre secteur financier et l'année dernière, j'ai été sur 7 panels sur la FinTech. Je suis très heureux de passer à la GovTech pour une fois. Mais les banques, même si elles ne sont pas européennes, sont très prudentes dans leur gestion des données, puisqu'un faux pas peut briser l'entreprise et y mettre un point final. Il faut donc être extrêmement conscient de cela. Bien sûr, nous pourrions parler très longtemps de cela, mais pour que vous sachiez, il y aura un peu de temps pour les questions-réponses. Je vais poser une dernière question au panel, donc vous pouvez commencer à préparer vos questions. Si vous nous suivez en ligne, si vous avez des questions à nous poser, le hashtag est GovTech. Si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas à utiliser le hashtag GovTech.
Dernière question pour que vous y répondiez tous rapidement. Au rythme actuel du changement technologique, quelle est la chose que nous pouvons faire comme partenaire pour nous assurer que les États ne prennent pas de retard? Monsieur Weigland, je sais que vous devez nous quitter, donc je vais vous laisser prendre la parole en premier. Je serai très bref, puisque c'est quelque chose que j'ai déjà soulevé. Je pense que la question à laquelle il faut penser avant d'installer tout système numérique est celle de la gestion des données, de la protection des données personnelles. Pour moi, c'est ce qui est central, pas seulement pour des questions de risque pour l'image. Il faut aussi s'assurer que les droits civiques de tous soient protégés. Oui, c'est très important. Monsieur le ministre Deng, nous vous posons la même question. Lần thứ tư thì đang diễn ra rất sôi động mạnh mẽ hiện nay thì theo cái hướng là không để chính phủ nào tụt lại phía sau. Thì kinh nghiệm Việt Nam ấy thì không gì bằng là các nước phải cùng với nhau đồng hành để mà phát triển chính phủ quản trị số. We are in Nous sommes en train de mettre en œuvre la révolution industrielle 4.0 et pour que notre État ne se retrouve pas à la traîne, nous cherchons à coordonner la mise en œuvre de cette révolution technologique avec les autres États. Những cái tổ chức định chế tài chính lớn như Ngân hàng Thế giới thì tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt và chia sẻ kinh nghiệm của các nước phát triển cũng như là phổ biến kinh nghiệm cho các quốc gia kém phát triển hơn. and the second is about the development. Deuxièmement, les pays développés doivent concevoir une méthode et la Banque mondiale doit conseiller les pays en développement. Cùng với tạo các cơ chế chính sách để huy động nguồn lực tư nhân. Tất cả những cái nội dung xây dựng chính phủ điện tử Việt Nam là theo cơ chế là doanh nghiệp đầu tư, cả doanh nghiệp tư nhân đầu tư, sau đó thì nhà nước chúng tôi thuê lại cái dịch vụ của tư nhân đó. And in Au Vietnam, nous essayons d'encourager la participation du secteur privé. Nous voulons donc les inviter à concevoir les solutions que l'État pourra ensuite adopter. Và một số quốc gia thì hiện nay chúng tôi mới chỉ đạt được những cái kết quả ban đầu thôi. Tuy nhiên ý, thì Việt Nam chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi luôn luôn sẵn sàng cùng chia sẻ với các bạn, cùng các quốc gia nếu như các bạn có cái nhu cầu. with the help Nous avons désormais des résultats préliminaires et nous sommes toujours prêts à partager notre expérience avec vous tous. Monsieur Rycroft, honnêtement, je m'inquiète moins d'États qui se retrouvent à la traîne que de citoyens qui se retrouvent à la traîne dans un pays donné. Je pense qu'il y a un véritable risque d'augmentation des inégalités si nous nous trompons. Mais si nous y arrivons, nous pouvons vraiment améliorer le contrat social entre les États et les citoyens. Je pense que je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Si j'ai une proposition à faire, c'est travailler pour l'État. Apprenez 3 heures par jour à coder. Il faut apporter ces enseignements aux personnes, aux jeunes, qu'ils travaillent sur un ordinateur 3 heures par jour au codage. Je serai très bref puisque je pense que l'essentiel a déjà été dit, mais je pense que les normes internationales sont extrêmement importantes, notamment sur les données. Si les données sont aujourd'hui des forces motrices dans nos économies, si on restreint le flux de ces données, alors il faut s'interroger et engager un dialogue très ouvert entre le public et le privé. Il y a clairement des besoins de sécurité, de protection des données personnelles, mais cela ne veut pas dire qu'il faut interdire les flux de données transfrontières ou restreindre les flux d'informations. Bien sûr, le modèle du nuage, je ne le dis pas en tant que représentant d'une entreprise qui en dépend, c'est parce que j'en suis convaincue fermement.
personnellement. Je pense que le modèle du nuage dont on a parlé plus tôt ne fonctionne que s'il y a ces échanges commerciaux internationaux de données de manière ouverte et accessible. Mais bien sûr, il faut les bonnes protections, il faut les bonnes garanties. Et malgré ce qu'on lit dans les médias, qu'il n'y a plus de vie personnelle, que la vie personnelle est décédée, c'est faux. Il y a des solutions technologiques pour régler ces problèmes. Et il faut s'y intéresser alors que nous concevons ces systèmes pour nos pays. Merci, un grand merci à vous tous et toutes. Est-ce que le public a des questions à poser? Nous avons un microphone ici au centre de la salle. N'hésitez pas à vous en approcher pour poser vos questions. Merci beaucoup pour ces présentations très intéressantes. Sur les risques, j'aimerais ajouter un risque à la liste. C'est le risque d'une coupure de courant généralisée. Quels sont les systèmes de rechange pour que l'économie continue à fonctionner s'il y a une coupure généralisée d'électricité? Est-ce que cette question s'adresse à quelqu'un en particulier, monsieur, ou est-ce que vous pouvez laisser quiconque sur le panel le souhaite y répondre? Peut-être notre ami autrichien, puisque de toute évidence, il connaît les risques de tout numériser. C'est une question intéressante. Bien sûr, nous avons des systèmes de support, des générateurs diesel au cas où il y a des coupures. J'ai du mal à formuler une réponse puisque nous n'avons pas eu de vraies coupures de courant au cours des 20 dernières années. Notre réseau semble se porter très bien, peut-être trop bien, même pour faire des tests de cas d'urgence. Peut-être faudrait-il faire ces essais. En tout cas, il va falloir que je regarde puisqu'il y a tellement peu de coupures de courant en Autriche que je n'ai pas de bonne réponse à vous donner. Merci beaucoup. À partir de l'échange qu'il y a eu avant ce panel, il y a un travail de lobby des entreprises auprès des États pour mettre toutes les données sur les nuages. Mais en tant que citoyen, les données privées de chacun des citoyens doivent être protégées et les citoyens ne veulent pas que l'État manipule leurs données et place tout cela sur le nuage. Lorsqu'on parle d'utiliser un nuage, alors que ce nuage est géré par des entreprises, et s'il y a des données individuelles et des données de l'État qui sont des actifs propres à chaque pays, comment s'assurer que l'État et que les autorités de réglementation puissent mettre sur pied un cadre juridique et des politiques adaptées pour s'assurer que les personnes aient des données personnelles qui soient protégées et qu'en même temps, on ne prenne pas du retard face aux grands défis du numérique d'aujourd'hui. En Inde, il y a des vraies difficultés avec le système de carte d'identité. On s'interroge s'il faut aujourd'hui utiliser la blockchain pour le cadastre, pour le registre du foncier. Donc il faut s'assurer que les décisions prises au niveau politique soient les bonnes. Merci. Peut-être faudra-t-il entendre les représentants des États sur certains de ces points, mais d'un point de vue technologique, je pense que le nuage est mal compris comme étant peu sûr. C'est faux à bien des égards. Un système sur site dans un ministère peut aussi bien être hacké qu'un nuage. En fonction des protocoles, des pare-feux ou des mesures de sécurité additionnelles, le système sur site peut même être plus vulnérable encore.
Donc je pense qu'il y a une perception erronée à ce sujet. Cela ne veut pas dire que tout système est inviolable. Un système papier peut faire l'objet de violations. On peut rentrer par effraction dans un bureau et voler des documents. Mais je pense que le système de nuages, s'il était accompagné des bonnes réglementations et d'une mise en place adéquate, c'est un système aussi sûr que tout autre. Mais vous soulevez des questions importantes. Et je ne cherche pas à les balayer d'un revers de la main. Mais je vais laisser le reste de cette question à mes collègues qui représentent l'État. J'aimerais vous parler d'un programme de la Banque mondiale qui est exceptionnel. C'est le projet à la conquête du numérique pour l'Afrique. Cela porte sur l'Afrique subsaharienne et cherche à aider les pays à résoudre justement ces dilemmes et s'assurer par exemple que l'environnement réglementaire soit adapté. Donc il n'y a pas une seule réponse à votre question, mais c'est la question qu'il faut se poser. Je suis très heureux que la Banque mondiale, de concert avec beaucoup d'entre nous, cherche aujourd'hui des solutions dans ce domaine. En Autriche, nous ne mettons pas de données sur les nuages détenus par des sociétés privées. Cela ne passerait pas bien auprès de la population. Nous sommes soumis au règlement général de protection des données qui pose des limites très strictes sur ce que nous pouvons faire avec les données collectées. Les données doivent être collectées à des fins très spécifiques, exclusivement pour cette fin, seulement les données nécessaires pour cette fin. Et si on veut s'en servir pour autre chose, il faut demander le consentement des personnes. Et les personnes peuvent toujours nous demander quelles sont les données que nous stockons. Et nous devons leur répondre et produire ces données. Et les personnes peuvent ensuite demander l'élimination de ces données. Donc si on a une société privée véritablement digne de confiance, assez pour gérer tout cela, même la question de l'élimination, alors pourquoi pas? Mais c'est encore une question sensible pour le public. En Autriche, nous n'avons pas décidé de le faire. Je pense que la société ne l'accepterait pas. Je vais vous demander de combiner les deux dernières questions pour que nous ayons assez de temps pour les réponses. Sean, Une question très simple. Pensez-vous qu'il existe une synergie entre la numérisation et le changement climatique? On parlait par exemple de coupures d'électricité, pays en développement. Et avez-vous constaté qu'il existe une synergie qui aiderait aussi bien résoudre le problème de changement climatique que de parvenir à la numérisation? Merci. Je ne sais pas si on a déjà parlé de ce que j'allais demander. Je viens de ce qu'on appelle, entre guillemets, un pays développé qui a pas mal de problèmes, à savoir les États-Unis. Aux États-Unis, il faut payer pour être connecté à l'Internet et pour certaines personnes, c'est quelque chose d'impossible. Alors, comment pensez-vous résoudre ce problème économique, tenant compte des problèmes financiers qu'ont déjà les personnes de certaines classes? On peut aller dans une bibliothèque publique, mais elle n'est pas ouverte 24 heures par jour. Il y a des horaires, donc il y a déjà, en ce moment, dans ce qu'on appelle le monde développé, des gens qui ont été exclus. Je vous remercie. Première question à propos des synergies entre GovTech et changement climatique. Et en parlant aussi de cette idée d'inégalité dans l'accès. Eh bien, si vous voulez, oui, allez-y, allez-y. Excellente question, toutes les deux, merci. Et je commençais par la question de l'accès. Je suis brésilienne. Et pratiquement tout le monde a accès à un téléphone mobile.
Lorsqu'on achète un smartphone avec carte de paiement anticipée, Facebook et WhatsApp se trouvent déjà sur le smartphone et vous ne devez pas les payer. Par contre, pour d'autres activités, vous devez payer. C'est le cas, par exemple, pour faire une déclaration d'impôt par Internet. Là, il faut payer. Mais on ne paie pas WhatsApp, par exemple, ni Facebook. Et cela a des conséquences, bien sûr, qui peuvent être vraiment terribles pour un pays. Et à propos du changement climatique, je crois que tout est relié. S'il y a des gens qui ont WhatsApp mais n'ont pas accès, par exemple, à leurs représentants au Congrès, qui peuvent prendre des décisions qui vont détruire les forêts, comment les gens peuvent-ils participer à la démocratie? Comment peuvent-ils avoir confiance en la démocratie s'ils n'ont pas d'accès? S'ils ne peuvent pas atteindre leurs représentants par le biais des médias sociaux, tout comme ils peuvent se mettre en contact avec leurs parents. Comment des communautés affectées par des lois ou les mesures décidées par divers intervenants n'ont pas leur mot à dire dans la façon dont leurs ressources sont gérées. Et là, le seul remède, c'est la participation citoyenne. Brièvement sur les deux questions, synergie entre numérisation et changement climatique. Je pense que cela est lié davantage à l'origine de votre électricité. Produisez-vous de façon durable ou non? La numérisation n'est pas différente comme consommateur d'énergie d'autres domaines de l'économie. Donc la question ici est de savoir si votre système de production d'énergie est viable ou non, ou pourrait-il le devenir davantage? Et là, je pense au fait que la numérisation, tout au moins, disons que l'administration de la fonction publique autrichienne a réduit la consommation de papier. L'accès aux services de gouvernement par Internet est une chose extrêmement importante. C'est là précisément ce que je disais à propos des allocations familiales en Autriche. Il faut absolument penser à l'inclusion. En Autriche, nous n'avons pas le problème du coût de l'accès. Mais les personnes plus âgées ne veulent pas utiliser les nouvelles technologies. Par loi, chacun a le droit d'avoir un contact électronique avec l'administration, mais peut aussi choisir une autre modalité. C'est le cas des personnes plus âgées qui ne veulent pas acheter un portable, un mobile ou un ordinateur. Il y a d'ailleurs des cours pour les personnes âgées pour leur enseigner comment les utiliser, mais il faut accepter aussi que l'Internet et le smartphone ne sont peut-être pas pour tout le monde. Nous allons maintenant voir quelques propos de conclusion et peut-être avez-vous une dernière idée, une suggestion pour le public. Peter, je commence par vous. Eh bien, j'aimerais répondre à la dernière question qui est extrêmement importante. Le changement climatique est une chose que nous avons tous à l'esprit. Et la numérisation, si elle est bien faite, peut aider à réduire les émissions. La consommation énergétique augmentera de 28% au cours de la prochaine décennie. Et cette consommation d'énergie ne peut pas être satisfaite par des énergies non renouvelables seules. Nous devons devenir plus efficaces. C'est la 4e révolution industrielle, comment fonctionnent nos usines ou nos voitures.
C'est le côté positif de l'automatisation qui intervient ici. Je crois qu'il faut penser aux aspects positifs. Le respect de la vie privée, ce dont on a parlé, sont extrêmement importants. Nous garantissons d'ailleurs ce droit en tant qu'entreprise, mais je ne crois pas qu'il faut trop s'attarder sur les aspects négatifs, car tout cela a de très nombreux côtés positifs. J'aimerais peut-être lancer un appel à l'action. La participation, les partenariats sont la clé de l'avenir au cours des 10 prochaines années en particulier. Nous devrions tous choisir une démocratie participative. Bien sûr, le respect de la vie privée est important, le changement climatique l'est tout autant, mais je crois que partenariat et participation sont les mots-clés. Pensons simplement aux aspects numérisés de tout ce que nous faisons en matière de développement international, plateformes numérisées, compétences, connexions, services et tout l'écosystème numérisé. C'est à cela qu'il faut penser. Monsieur le ministre, une dernière pensée? Je pense qu'au Vietnam, nous sommes en train d'essayer de résoudre les conséquences négatives du changement climatique. Comme vous l'avez dit, nous ne voulons absolument laisser aucun laisser pour compte, et c'est cela qui pour nous est important. Il faut penser également aux personnes qui vivent dans les coins les plus reculés du pays, minorités auxquelles il faut offrir des services. Nous devons en même temps lutter pour réduire la pauvreté, ce qui est pour nous extrêmement important. Dernière idée. J'ai beaucoup parlé de l'Autriche et de nos problèmes, mais je crois que les problèmes que nous connaissons sont les problèmes de luxe, finalement, les problèmes des riches. Si je pense à l'Afrique ou à d'autres régions du monde. Et là, il faut penser plutôt à la façon dont exiger du gouvernement, des gouvernements, qu'ils rendent des comptes. Nous avons beaucoup de contacts, par exemple, avec les pays des Balkans, et nous voyons ce genre de problème. Il faut donc que les outils numérisés permettent d'exiger la reddition des comptes de la part des gouvernements. Bien, sur cette dernière pensée, je tiens à vous remercier les participants, de nos invités, et bien évidemment aussi les participants à la conversation précédente, et merci au public.